Congo central. Madame, Messieurs, bienvenue. Nous sommes vendredi. On va parler actualité. C'est donc parti. Le gouvernement de la République, comme annoncé, a lancé le coup d'envoi hier. Le président de la République lui-même pour l'appel d'offres de ces différents blocs pétroliers et gaziers contre toute attente. Les organisations de la société civile des questions environnementales n'ont que leurs yeux pour pleurer et qui appelaient le gouvernement à la surséance de cet appel d'offres. Il y a également eu inquiétude de la part du député national Claudel André Loubaya qui estime que les potentiels gisements gaziers et pétroliers de la République démocratique du Congo n'ont pas été certifiés. Il y a, selon lui, un travail de la précipitation et de l'empressement. Aujourd'hui, c'est la question que nous nous posons. Au bout de 6 mois, ces investisseurs, en ce qui concerne les produits pétroliers, sont donc invités à pouvoir récupérer ou soumissionner pour cet appel d'offres, mais 3 mois pour ces blocs gaziers. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre ces discours qu'on nous amène par la VPM F Bazaïba, RDC Pays Solutions, et l'appel d'offres lancé hier par le président de la République? Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Il faut protéger les aires protégées, comme nous avons souscrit dans le cadre de l'UNESCO, mais pendant ce temps, la politique sur place fait autre chose. C'est vrai, Panoupa nous l'a dit, il ne revient pas qu'au Congo, à la République, de pouvoir préserver un peu tout ce qu'il y a en termes de réchauffement climatique. Le Congo a besoin des ressources pour son développement, a dit hier en substance le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Véritablement, la République va pouvoir, si tout va bien, adhérer à l'OPEP, cette organisation de pays producteurs du pétrole. Jean-Marc Kabound, près de 5 heures d'audition au parquet général. C'était l'acte 1 hier. Il est rentré chez lui sous escorte, applaudissements de ses sympathisants et soutiens. On n'en sait pas trop sur cette première audition. Le deuxième acte, c'est déjà pour ce mardi, les mardis de la semaine prochaine. Jean-Marc Kabound, certainement, répond sur sa dernière sortie médiatique, s'il faut prendre en considération les réquisitoires du parquet général près la cassation par rapport aux propos qu'il avait tenus. Le secrétaire d'État américain a annoncé à Kigali et à Kinshasa, pendant que les patrons de la diplomatie russe bouclaient son séjour au niveau de Kampala, et le président français qui a fait la ronde de l'Afrique, qui est rentré aujourd'hui, la crise au niveau de la Russie et de l'Ukraine, au centre du continent africain. Quel est le message que ces diplomates américains apportent pour Kinshasa? Quel est le message qu'il apporte pour Kigali? Occasion peut-être pour Kinshasa de faire passer son message sur cette agression rwandaise qui ne dit pas son nom. On parlait de tous ces thèmes avec Serge Nseka. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, bonjour aux co-débatteurs, bonjour à ceux qui vont prendre l'antenne pour suivre cette émission. Allez, deuxième invité, Serge Nseka, qui n'est plus à présenter dans cette émission. Il a fait la ronde des grandes rédactions, des grandes chaînes de télévision, des radiodiffusions de la capitale. Je rappelle que quand nous fûmes encore des élèves, nous regardions, messieurs, Serge Nseka. Je suis très content, Serge. Merci. Si je peux profiter. Moi, je vous regardais, vous étiez très ami à ma grande sœur l'aînée, Léa Kabongo, qui vous suivait et me disait, il faut suivre ces jeunettes. Là, vous étiez encore à Raga. Merci pour le courage de le dire. Oui. Nous, on a suivi aussi des aînés. Oui. Moïse qui est sur ce plateau, Kiba Michin, toi et tant d'autres. Nous avons toujours eu de modèles et je suis très fier de te suivre. Mais je voudrais rapidement placer un petit mot. Oui. Je reviens de Mwanda parce qu'on va parler environnement ici, de Inga, où il y a baisse des niveaux d'eau au niveau de barrage. On parle des problèmes. C'est ça, c'est pas ça le problème en propos. Le problème est que le fleuve Congo est géré comme un dépotoir. Il me semble qu'il y a un ministère de l'environnement au niveau central. Et il y a un ministère de l'Environnement dans chaque province. Mais la manière dont le fleuve, en dehors du fait de lever des taxes, mais il n'y a aucun travail d'éducation, il n'y a aucun travail de sensibilisation, il y a même une commission de changement de mentalité, mais on jette même des détritus dans le fleuve Congo ici à Kinshasa. Je ne parle pas de l'intérieur. C'est-à-dire que je tire la sonnette d'alarme pour dire, si on ne fait pas attention, l'ouvrage
nous légué par le maréchal Mobutu. Hein, dans son envergure, je crois que c'est le seul ouvrage de cette taille risque de tomber, d'être bloqué parce que on ne gère rien. En dehors du fait de prélever des taxes et au niveau national et au niveau de province. Ça, c'est le cri d'alarme de Serge Nseka, les environnementalistes qui sont avec nous sur ce plateau. Heureusement qu'on en parle tout à l'heure. Il est à sa première participation à cette émission. On l'invite parce qu'on va parler environnement, appel d'offres sur ce bloc pétrolier et gazier. Les ONG de la société civile, je vais parler de Greenpeace, je vais parler de WWF, qui crie donc et demandant au gouvernement de pouvoir revenir sur sa décision. Et nous nous sommes évertués à inviter quelqu'un qui va pouvoir nous parler de cette question. Il s'appelle Monsieur Malassi Joe. Il est docteur en droit du changement climatique et d'environnement. Monsieur Joe, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Brève présentation, j'espère qu'il n'y a pas à ajouter, il n'y a rien à rectifier. Hein. Non, on peut rester modeste pour aujourd'hui. Oui. Je te disais, donc s'il faut aligner les titres, il y en a plusieurs, mais je crois que le tout dernier que vous venez d'énumérer est suffisant pour moi. Merci beaucoup à vous. Mais je pourrais aussi rappeler que je suis conseiller climat de son Excellence Madame Eva Zaïb, la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement. Donc je vous appelle Messieurs Climat au niveau de l'environnement. Comme vous voulez. Aussi longtemps que ça reste dans les climats de l'environnement, je suis à l'aise. Messieurs Climat, j'espère qu'ici le climat est bon dans ce plateau. Bien entendu, merci. Ah, mais le climat n'est pas bon à l'entame de l'émission avec Serge Nseka. Bon, j'en profite pour m'inscrire complètement en faux à ce que Serge Nseka a dit. Vous savez, lorsque vous voulez apporter... Ça commence déjà à l'entame de l'émission. Bien entendu, parce que vous lui avez donné une minute et donnez-moi aussi 30 secondes pour lui répondre. Allez-y. Je disais que une chose est d'établir un diagnostic et une autre est d'apporter solution au diagnostic que vous avez établi. Lorsque le diagnostic est mal établi, la solution rate à coup sûr. Ah oui. Il est vrai que le problème que Serge a soulevé, et nous le soulevons aussi, nous venons d'arriver au ministère il y a autant de temps, vous savez, il y a moins de 2 ans. Et les immondices ont été accumulés pendant plus de 5 décennies. La Rougisie a été bloquée il y a des ans. Donc, Serge est en train de poser un problème que nous avons déjà posé. Peut-être que s'il avait eu le temps de lire les rapports de l'environnement et les stratégies que l'environnement est en train de prendre, vous avez vu tout ce que son Excellence Eve est en train de faire pour améliorer la gestion du secteur, il n'aurait pas posé de question. Mais il aurait fait le constat. Le constat, il est donné à tout le monde. Ouais. Je suis d'accord avec lui par rapport. Merci beaucoup. La réponse, je ne suis pas d'accord avec lui. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord sur les constats. Merci beaucoup à vous. Ouais. Je pense que c'est une théorie qui s'applique partout, hein, même en médecine. Hein, quand vous posez mauvais diagnostic, vous n'aurez pas de bons résultats. Et pour les médecins, on demande d'ailleurs que les diagnostics soient certifiés pour une bonne thérapeutique. Allez, on va prendre un journaliste, Moïse Moussangana, parce que Moïse est avec nous pour parler de tous ces thèmes qui seront développés en dehors peut-être de questions environnementales. Moïse, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge. Est-ce que vous avez quelque chose à opiner sur ce que le confrère vient de dire et c'est que l'expert des questions environnementales? Oui, je voudrais dire tout simplement que c'est une question d'abord de conscience, de civisme même des Congolais. Parce que comme Serge l'a dit, il n'a pas tort, parce que nous utilisons le fleuve Congo comme ce grand canal-là où un dépotoir. Où il y a un dépotoir, où nous déposons tout. Heureusement, d'ailleurs, ce qui nous sauve, c'est quoi? C'est que ce fleuve-là a un grand débit qui arrive à ce que... oui, même à s'auto-purifier. C'est ainsi que nous n'avons pas beaucoup de maladies hydriques et consorts. Heureusement, mais ça ne peut pas continuer tout le temps. Je crois qu'il faudrait que nous prenions conscience à un moment donné. Donc le jour où nous, Congolais, nous prendrons conscience que je ne peux pas jeter un bout de papier sur la chaussée et que je vais la mettre dans une poubelle et que je ne peux pas jeter tous mes effets, je me suis débarrassé des faits et je trouve le fleuve comme dépotoir, parce que même quand tu mets même dans une petite rivière, comme cette rivière-là termine dans le fleuve, donc tout ça est charrié. Donc nous devons prendre conscience et on doit enseigner ça à partir de l'école primaire, même à partir de l'école maternelle. Comme ça, nous allons grandir avec une culture et nous allons assainir d'abord notre fleuve, d'abord nous-mêmes.
Très bien. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Allez, rapidement, on va prendre ce premier thème de l'émission, le coup d'envoi, appel d'offres de blocs pétroliers et gaziers. Le gouvernement l'avait annoncé, question de mobiliser les ressources nécessaires pour le développement de la République démocratique du Congo. Le pays a besoin d'argent. Oui, le pays a besoin d'argent. Vous savez, depuis l'indépendance, nous comptons sur les mines. Vous savez, les désordres qu'il y a eu dans ce secteur minier, avec tous les contrats bidons, léonins que nous avons eus, qui font qu'aujourd'hui même, le gouvernement a des problèmes, parce que s'il faut renégocier ces contrats, ce sont des procès peut-être interminables. C'est beaucoup de gens qui le... Ouais. Donc, je crois que tout en essayant de mettre de l'ordre dans les secteurs miniers, il faut chercher d'autres ressources. Mais ces ressources-là, c'est lesquelles? C'est aussi le pétrole. Il faut le chercher, parce que je vois à longueur de journée les gens qui passent à la radio. Je sais qu'il a échoué, le gouvernement a échoué et qu'on sort. Les gens oublient qu'il y a d'abord eu, il n'y a pas très longtemps, le Covid-19, qui a grévé les économies du monde, qui a privé les économies de grandes nations de beaucoup de ressources, et a fortiori la RDC. Et juste à peine qu'on a quitté, on n'a même pas encore quitté le Covid, parce que ses effets sont toujours là. Vous avez la guerre russo-ukrainienne, qui a aussi des impacts sur les ressources au monde. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sur le plan énergétique. Il y a la hausse des produits pétroliers, il y a la hausse des produits alimentaires. Et pour un pays fragile comme la RDC, il y a besoin de ressources. Alors il faut aller chercher les ressources quelque part. Il faut chercher les ressources quelque part. Mais je crois qu'il faudra allier les prétentions du gouvernement et les inquiétudes de la population, les inquiétudes des organisations de la société civile, Greenpeace et consorts. Mais il y a aussi un problème, c'est que le Congo s'est toujours auto-flagellé. Donc qu'est-ce que je voudrais dire par là? Ça veut dire que le Congo a toujours voulu être plus... C'est bon élève. Roi que le roi lui-même, plus royaliste que le roi. Dans quel sens? Le Congo a toujours voulu se constituer gardien de normes, même internationales, alors que les gens qui l'environnent ne respectent même pas ces normes-là. Donc c'est quand même un danger, parce que tout ce monde qui dit oui, ok, mais comment le Congo peut avoir de ressources? Je crois que le pétrole, le Congo ne sera pas le premier pays à exploiter le pétrole, mais ce pétrole-là doit être exploité de manière rationnelle. Je crois qu'il y a moyen d'allier ces inquiétudes avec l'exploitation. Et je crois que même le président l'a dit dans son discours, en disant que nous allons faire recours aux méthodes modernes de telle manière à minimiser, qu'on le veuille ou pas, chaque exploitation va toujours donner lieu à une certaine détérioration de l'environnement, mais il faudrait faire des études d'impact environnemental de telle manière à minimiser les effets néfastes. Je crois que pour cela, il ne faudrait pas qu'on constitue le Congo comme gardien des normes internationales, pendant que ceux qui polluent menent d'ailleurs le pays. Je voudrais en profiter, parce que vous avez cité le député Loubaya, oui, qui émet beaucoup d'inquiétudes et consorts. Je disais que cela entre dans le cadre de l'autoflagellation du Congolais. Parce que Loubaya lui-même, en parlant de ça, j'ai l'impression qu'il n'a pas la maîtrise de certaines choses, d'exploitation minière par exemple. Parce que quand on a un permis d'exploitation, c'est aussi la personne détentrice du permis d'exploitation qui va certifier les réserves. Parce qu'il n'est pas dit que parce qu'il y a du pétrole, quand on procède aux études, et ça va aboutir, in fine, à l'exploitation, les réserves peuvent être insuffisantes, l'opérateur peut dire non, je ne peux pas aller parce que ça va me coûter autant, les réserves ne sont pas... Donc, ceux qui vont soumissionner, ceux qui vont gagner avant d'exploiter, vont certifier. Voilà. Donc leur exploration, leur recherche va aboutir in fine à la certification. C'est sur base de ces certifications qu'ils vont essayer d'exploiter. Et puis il faut lire aussi, même s'il y a un code des hydrocarbures, il y a aussi un code minier. Il y a même le règlement des hydrocarbures. Oui, oui, donc il faut voir. Est-ce qu'on a évalué ça? J'ai dit que c'est presque pareil. Oui. Hein. De mine au pétrole, c'est presque pareil. C'est l'ordre. Je voudrais dire que
les gens doivent se pénétrer des textes qui régissent tel ou tel autre secteur dans notre pays avant de parler. Parce que beaucoup de gens viennent pour se produire en spectacle et peut-être essayer de s'attirer tel ou tel autre électorat, alors qu'au bout du compte, ils ne savent pas ce qu'ils disent et ils sont en train de répandre la peur dans la population pour rien. Donc, voilà ce que je voudrais dire pour le moment. Merci beaucoup, Moïse Moussangana. Allez, Serge Nseka, vous avez la parole pour faire un petit commentaire sur cet appel d'offres lancé hier par le gouvernement. En fait, c'est une option, hein. Le gouvernement a pris l'option. Entre l'environnement et les produits pétroliers, on a besoin des ressources. Le choix est clair. Hein. Oui, je suis très heureux de constater que le docteur Joe adhère à ma thèse, qu'on ne peut pas considérer le fleuve comme un dépotoir. Ça, c'est un patrimoine commun que nous devons laisser aux générations futures. Je crois que la seule grande richesse que nous possédons, parce que c'est ce fleuve-là qui fait le bassin du Congo. Et quant aux autres arguments, bon, quand on est politique, on est journaliste, on n'a pas la même approche. Que le point de vue, on veut pas, moi je ne viens pas justifier un point de vue politique, une action politique. J'ai dit, je constate qu'il y a inactivité. On a ergoté, on a raisonné, mais sur terrain, j'ai constaté, c'était hier que j'ai quitté Inga, il y avait encore de la saleté sur le fleuve. C'est-à-dire que les réflexions du docteur et des grands messieurs, des grands salons, n'ont pas encore sorti leurs effets, quoi. C'est ce que je constate comme journaliste. Très bien. Alors, en ce qui concerne les blocs pétroliers, je dirais, enfin, c'est-à-dire quoi? Jusqu'où serions-nous des politiquement corrects? Je reviens toujours sur cette phrase-là. Je ne pousse pas à l'incivisme étatique. Je ne pousse pas le Congo au non-respect des accords avec lesquels on a pris avec les autres États ou certaines organisations. Mais nous partageons le même bloc avec l'Angola. L'Angola est grand producteur, et Brazzaville. Grand producteur du avec pétrole. l'Ouganda, c'est le bloc des Graben. Voilà. Mais nous, en vertu de quelle loi devrions-nous être le gardien de nos frères? C'est-à-dire qu'on doit sauver l'humanité, mais en échange de quoi? Mon Dieu, on a quel budget? On a un budget de misère pour plus de 100 millions de personnes. Nos voisins, là, et on prend plaisir à répéter que l'Angola a plus d'argent que nous, le Rwanda a plus d'argent que nous, avec une population 2-3 fois moins, et que nous, on n'a pas le droit d'exploiter. Je dis, enfin, on a commencé. Alors, ce qui voudrait que nous révisitions ces processus-là, qu'ils amènent ce que nous avons besoin. On a besoin de quoi? N'exploitez pas, donnez-nous de l'argent. C'est aussi simple que ça. Construisez les écoles. Non, donnez-nous de l'argent. Il y a un compliqué. Vous voulez qu'on préserve Virunga, Kingakati, qui est aussi un site touristique. Vous ne voulez pas qu'on exploite notre pétrole parce que ça va déranger l'écosystème. D'accord, mais vous nous proposez quoi? Entre-temps, Boudimbo doit continuer. Mais s'il y a des questions, on va les poser, nous, comme État, on va essayer d'y répondre. Mais, là où le bas blesse, l'État congolais ne gagnerait que 20%. Hein, je dis sous le contrôle du docteur, en tout cas. Même si ces gens vont apporter de l'expertise, de l'argent. Mais comment? On a parlé, le vieux Moussangana a parlé du contrat léonais, mais on ira où? C'est-à-dire qu'on risque de ne pas sortir de l'auberge si jamais on n'a pas des stratèges, on n'a pas des intelligences pour comprendre que nous sommes propriétaires. Et ceux qui viennent, ils viennent juste pour exploiter, que ce soit contrat de service ou d'exploitation. Ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce que nous gagnons comme État? On gagne très peu. Si jamais cela viendrait à être mis en exécution, la part de la RDC risque d'être minime et on restera toujours, on risque de rester dans le même problème parce que c'est que nous allons avoir. Et raison pour laquelle il y a notamment les associations comme Greenpeace qui s'inquiètent. Pourquoi? Parce que nous avons adhéré, je le dis, à des conventions, à des traités. Pour la protection nous devons être cohérents. Le Congo doit être cohérent. Je ne me contredis pas. Mais j'ai dit au jour d'aujourd'hui, s'il faut faire avancer notre discours, nous disons, nous avons accepté ceci, mais par rapport à Bunagana, par rapport à Massissi, par rapport, nous avons besoin d'argent, donc nous revoyons. C'est de notre droit. Ça se passe aussi comme ça entre les États. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment que nous montions en puissance pour que, comme l'a dit le chef de l'État,
le bien du peuple, c'est la raison suprême, quoi. Donc, c'est la loi suprême, hein. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. C'est-à-dire qu'au nom du bien de mon peuple, je ne regarde pas ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il y a l'Amazonie. En Amazonie, ils pompent beaucoup d'argent là-bas. Mais les arbres sont quand même coupés. Et nous, on voudrait nous maintenir dans un carcan pour nous dire ne faites rien parce que vous êtes des gardiens du temps. Je comprends. On refuse ces rôles-là. Ah oui. J'ai compris que vous avez encore des inquiétudes. Vous aussi, vous avez des craintes. Mais vous ne parlez pas comme ce député qui a parlé de l'empressement ou de la précipitation. Doit nous apporter des Il faudrait pas que ce soit, comme vous l'avez dit, une évaluation biaisée des non-ressources pour qu'on en arrive au bradage, comme on a vu avec les carrés. Ça valait rien, justement. Voilà. On sous-estime. Voilà. Donc, il faut un cabinet. Est-ce que nous gagnons dans cette deal-là? Oui, je pense que c'est un travail qui a été fait en amont. Ça doit être clairement dit. Je pense que c'est un travail qui a été fait en amont, peut-être à l'époque où Mende était ministre des hydrocarbures, ou encore d'autres ministres, et qu'aujourd'hui, peut-être que le gouvernement, fort de ses rapports d'audit, de ses rapports d'évaluation et de certification de non-ressources, a pris l'option de pouvoir lancer cet appel d'offres. Parce que nous connaissons notre pays, on va donner la parole au professeur. Les pays ici, c'est qu'on sait qu'on va donner tel marché à un copain, tel marché à un ami, venant peut-être de l'Italie ou venant de la France. On va sous-estimer nos ressources, on va faire ceci pour que lui aussi en bénéficie. Et en contrepartie, c'est lui qui a donné les marchés. Professeur, j'ai deux questions à vous donner, comme M. Climat, du ministère des Affaires, du ministère des hydrocarbures, de l'environnement et développement durable. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre ce discours que le gouvernement développe, ce discours que la VPM développe, RDC, pays, solution, et l'appel d'offres lancé d'hier? Ça, c'est la première question. La deuxième question, M. Joe Malassi, quel est le lien que vous pouvez établir entre l'exploitation pétrolière et gazière et le changement climatique? Ok, merci, monsieur le journaliste Serge Kabongo. Premièrement, j'aimerais éclairer l'opinion des auditeurs sur ce que RDC, Pays Solution, voudrait dire, conformément à la vision du gouvernement de la RDC, qui est portée par son Excellence Eba Zaïba, la vice-première ministre en charge de l'environnement. Il y a trois contenus dans le concept RDC Pays Solution. Le premier, c'est que le pays est conscient de l'impact ou des relations qu'il y a entre ses ressources naturelles. Par ressources naturelles, je vais me limiter aux ressources forestières, aux ressources hydriques et aux minéraux tels que le cobalt, le lithium, le coltan et le cuivre qui sont cruciaux pour la transition énergétique ou écologique actuellement demandée. Donc le pays est conscient. Parce que de l'autre côté, du côté international, disons, certains pensent qu'en RDC, on n'est pas conscient. Ou certains pensaient. Donc, nous leur avons lancé un message pour dire que le gouvernement est conscient. On sait. Quand ils nous disent ne déforestez pas, on sait. Quand ils disent qu'il y a le changement climatique, nous faisons partie et de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de 1992 et de l'accord de Paris de 2015 et du protocole de Kyoto. Donc nous, la RDC, nous avons accompagné le multilatéralisme en rapport avec le changement climatique depuis le début de ce régime. Très bien. Ça, c'est le premier message. Oui. Le second message, c'est que le pays s'engage à améliorer la gouvernance de ses ressources naturelles. Que ce soit les ressources forestières, nous nous engageons. Ça veut dire que nous constatons qu'effectivement, il y a eu des problèmes. Vous avez longtemps entendu parler des questions de moratoire, des questions de déforestation, des questions que vous avez soulevées ici, confrères, par rapport à la mauvaise gestion du secteur dans le passé, du secteur minier, ainsi de suite, où la population semble ne pas gagner, conformément à ce qu'elle aurait pu gagner si le secteur avait été bien gouverné. Donc, il y a tout ça. La RDC dit « je m'engage à améliorer ». Et cette amélioration ne peut pas être le produit d'une journée. C'est tout un programme. Alors, la troisième signification, le troisième contenu de RDC Pays Solutions, c'est là où il y a le vrai problème. Parce que nous avons ces ressources qui sont cruciales
au changement climatique, à la lutte contre le changement climatique aujourd'hui, et que nous ne pouvons plus y accéder comme par le passé, le pays exige, le pays demande, réclame une contrepartie. C'est tout à fait naturel. Alors, il semble que généralement, vous réclamez pas mieux que l'Afrique du Sud, pas mieux que le Gabon, pas mieux que le Congo-Brazzaville. Non, mais écoutez, heureusement vous avez dit il semble. Oui. Hein, il semble. Il faut garder le contexte à l'esprit lorsque vous traitez des questions stratégiques telles que le changement climatique. Vous connaissez le contexte des 3 dernières décennies de ce pays. La Convention 4 des Nations Unies a été signée en 1992. C'était pendant les années où la RDC se recherchait sur le plan démocratique. Ensuite, nous sommes entrés dans les années que vous connaissez. La crise, les rébellions, ainsi de suite. Il y a eu un peu de normalisation après les élections. Voilà, un tout petit peu. Et ensuite, donc, le pays n'a pas eu le temps de se focaliser sur la question de ses ressources naturelles et du changement climatique. Ça, c'est un fait. Merci beaucoup à vous. Oui. Répondez maintenant à ma deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre pays et solutions? Quel est le lien que vous établissez avec la question, par exemple, de la protection de biodiversité et l'appel d'offres de nos blocs gaziers et pétroliers? Oui, c'est une question qui a plusieurs facettes. Je ne vais pas donner une réponse directe comme ça. Allez tout droit au but parce que vous n'avez que 3 minutes pour répondre. Oui, pour moi, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction parce que la RDC n'est pas un pays émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial. Je parle ici du bilan carbone. Donc lorsque vous prenez ce que la RDC séquestre à travers ses écosystèmes de forêt, et les mangroves et les tourbières, vous prenez ce que le pays émet dans l'atmosphère, vous faites la balance. En tout cas, la RDC, c'est un pays séquestrateur. Nous sommes parmi les 10 pays séquestrateurs au monde, la RDC. Et nous sommes parmi les tout premiers dans la liste. Ça, c'est un. Deuxièmement... Au moins, pour une fois, on est mieux placé. Oui, mais par rapport à nos ressources naturelles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le ministère de l'Environnement et le gouvernement voudraient attirer l'attention du monde sur la valeur de ce pays du point de vue naturel. On ne vante pas ça assez. Le Congo est moins pollué. Là, on ne parle pas. Mais quand on dit violation des droits de l'homme, ah, le Congo, champion. C'est là où on voulait en venir. Merci beaucoup. Vous avez la liste, lorsque vous allez aujourd'hui sur Internet, vous avez la liste des pays qui émettent. Mais vous n'avez pas la liste des pays qui séquestrent le carbone. C'est une information qu'ils cachent. Délibérément. Délibérément. L'Afrique tout entière n'émet que moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Toute l'Afrique, hein. Les pays, il y a 20 pays qu'on appelle les pays. Vous pouvez expliquer à ces Congolais qui nous suivent chez moi à Libengue, dans le sud d'Ubangi, c'est quoi les gaz à effet de serre? Namokuse na lingala provi et Libengue na Ubangi, vous n'avez pas nangai. Namokuse. Gaz à effet de serre ezali ba gaz, autre gaz, oyo soit ba société, soit ba mituka. Soit pebiso batonama mesure ya moke oyo na banyama tobi misaka même pe banzete mais ce qui est comme na mopepe ezali ce qui est comme na mopepe comme ebele koleka ezali ko causer augmentation ya température ya mokili na mokuse ka yango. Merci beaucoup docteur. Allez, on va se séparer avec le docteur mais une dernière question. Oui, allez. Ah oui. Oui, allez-y docteur, allez-y Oui. Biso Afrique toza na 4%. Il y a 20 pays dans le monde, bien. Parce qu'on ne peut pas parler de la protection de la biodiversité sans parler de la justice. Il faut justice ces Dans les Nations Unies, tous les pays sont égaux. Même ceux qui sont pays, entre guillemets, pauvres. Mais comment vous comprenez, professeur, comment vous comprenez les inquiétudes de Greenpeace? Comment vous comprenez les inquiétudes de WWF et toutes ces organisations de la défense de l'environnement? Moi, je vais vous dire une chose. Inquiétude Nabango. Hein, inquiétude Nabango, ils allaient fonder dans une certaine mesure. Mais Ngaï, le spécialiste dans le secteur, je sais que les lots politiques et côté casse dans le changement climatique. Merci. Il y a des pays qui veulent rester émetteurs, maintenir Mosusu. Ah oui. C'est ça le vrai problème en fait. Ils utilisent les médias, ils utilisent les ONG, ils utilisent les groupes à pression pour la banque Sabino, alors que Bangonde. Qu'est-ce que ça coûte dans le pays les États-Unis et le Baké dans Kangi moi ba industrie dans pétrolière parce que Bango bazali parmi les premiers émetteurs.
Qu'est-ce que ça coûte à la Chine de faire autant? La Chine, en 2020, excusez de citer les noms, et ça va faire ça sur Internet, tout le monde a accès à ça. En 2020, la Chine a émis 30% des émissions de gaz à effet au monde. Seule la Chine? Oui, seule la Chine. Dites-moi maintenant, qu'est-ce que, pour la Chine, était que, quand on a émission non d'âme, Biso RDC, même pas 1%. Qu'est-ce que tous les blocs pétroliers basés au Lobana, ceux qui expliquez-nous ça en français, brièvement pour ça, parce qu'on va passer au deuxième thème de l'émission. Oui, je vais terminer par là. On va y arriver. Oui. On va dire tous ces blocs pétroliers, dans l'hypothèse où ils sont mis en valeur, qu'est-ce que ça peut émettre dans l'atmosphère? Voilà. Et qu'est-ce que la RDC peut faire ou a pour résorber? Parce que les vrais problèmes, c'est ça. Vous émettez la capacité d'émettre et de résorber. Et de résorber. Nous avons cette capacité-là. Voilà. Et nous en avons plus pour le monde. C'est possible, hein? Pas c'est possible, ça se passe maintenant. Nos forêts sont en train de séquestrer les émissions. Nous séquestrons les émissions d'années de production, nous séquestrons les émissions d'années des émissions des autres pays. Donc il faut commencer à séquestrer. Il faut commencer à absorber nos propres émissions maintenant. Nous avons le droit de le faire parce que les autres le font. Parce que rien, j'ai en face de moi l'accord de Paris. L'accord de Paris dit ceci. Cet accord est en train d'être mis, c'est l'article 1, mis en œuvre dans le contexte de lutte contre la pauvreté et le développement durable. Ce sont les deux conditions. Merci beaucoup. Je rappelle que ce qui nous empêche de ne pas le faire. Il faut le faire bien et il faut le faire dans les règles de l'art, conformément au respect de l'environnement. Merci beaucoup, Monsieur Joe Malassi, le docteur en droit du changement climatique et environnement. Il s'appelle, autrement dit, Monsieur Climat au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Je prends rendez-vous avec vous, cher professeur, pour les vendredis de la semaine prochaine. Parce que l'appel d'offres, le lancement termine aujourd'hui, mais on a au moins 6 mois pour le bloc pétrolier et 3 mois pour le bloc gazier pour parler de cette question environnementale. Mais je ne peux pas vous laisser partir si vous ne me dites pas un mot sur la pré-COP 27. Voilà, et c'est dans le cadre du leadership environnemental de la RDC que son Excellence Bazaïba s'est battu ensemble avec tout le gouvernement, sous le leadership bien entendu du président de la République et de son Excellence du Premier ministre, pour ramener à la RDC l'organisation de la pré-COP. C'est une réunion stratégique pour le climat. C'est-à-dire vous préparez les dossiers au niveau Congo? Oui, c'est ici au Congo que les dossiers vont se préparer, qui vont se décider en Égypte, au mois de novembre. Okay. Donc nous serons ici, nous allons recevoir plus de 60 ministres du monde entier, ministre du climat et de l'environnement, du 3 au 5 octobre, ok. Mais avant cette date-là, le MED a organisé ce qu'on appelle la conférence internationale des scientifiques. À Yangambi, ce sera du 5 au 7 septembre. Province orientale. Hein? Province orientale. Oui. L'objectif, c'est de pouvoir parler de ces valeurs environnementales, la séquestration. Ils ne veulent pas que Toye Bayango. Et nous devons le savoir, les scientifiques doivent nous le dire. Que vaut la RDC, okay, en termes de séquestration? Et quels sont les problèmes que nous pouvons avoir en termes d'émissions? Quelle peut être la balance et comment nous pouvons valoriser ces séquestrations au niveau international? Merci beaucoup à vous, Monsieur Joe Malassi. Je rappelle, vous êtes Monsieur Climat au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Je prends rendez-vous avec vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Madame, Messieurs, nous revenons en politique. C'est vrai que de temps en temps, il faut écouter aussi des experts sur des questions environnementales. Nous avons besoin des experts sur des questions de la défense. Les anciens généraux, là, comme les Kisempia, Sungilanga, on a des questions sécuritaires. Venez, vous êtes déjà dans la réserve de la République. Parlez-nous de votre expérience. Comment vous avez maté la guerre, la rébellion des 80 jours? Comment vous avez été à Moba? Comment vous avez été? Un média n'est fort que quand il a des invités, mais aussi des consultants très forts sur des questions d'actualité qui sont d'ordre environnemental, comme aujourd'hui, économique, mais aussi dans d'autres aspects. Jean-Marc Kabunda, là vous avez compris que nous revenons vraiment dans notre dada de chaque jour. Plus de 5 heures, Serge Nseka, d'audition au parquet général après la cassation. Oui, mais avant cela, on a été servi un peu sur le boulevard. Oui. On a vu un peu, je dirais, c'est un peu, sans vouloir gêner, méthode UDPS. Jean-Marc Kabunda a voulu créer l'incident
avec ses partisans. À un certain moment, ils s'arrêtent, les polices interviennent, et ce sont les lacrymogènes qui passent et tout le reste. Alors, je pense que c'est la justice, la bonne, qui est en train de faire son travail, parce que c'est en saisie de propos de Jean-Marc Abound diffusés sur les ondes de confrères, et puis ce n'est que logique, quoi. Mais je me pose la question sur l'opportunité de cette démarche, parce que l'UDPS, depuis très longtemps, si on visite les archives, on verra que aussi discourtois, plus que l'UDPS n'a jamais existé. Je vois les rapports de l'UDPS avec le pouvoir sortant, vis-à-vis du président sortant. Il n'y a jamais eu, à mon sens, des arrestations spectaculaires ou des saisines de cette façon-là. On voudrait faire quoi? Parce que l'inquiétude ici, à mon avis, de vouloir créer un leader qui n'a pas, disons, qui n'a pas de force, quoi, qui ne correspond pas au statut qu'on voudrait lui donner. Kabound, on l'a vu, comme responsable de l'UDPS. Et après les élections, l'UDPS n'a pas fait les rats des marées partout. Mais pourquoi on n'a pas vu Kabound dans le Bandundu essayer d'installer l'UDPS? Dans le Grand Katanga, installer UDPS. À l'Équateur, installer UDPS en dehors des fiefs naturels. Il n'y a aucun travail de prise en main du parti et de son installation dans des zones qui étaient, entre guillemets, même à l'Est, hostiles au pouvoir, hostile au président Tshisekedi. Mais on a perdu tout le temps à des invectives, à des attaques personnelles, à des propos discourtois, des uns envers les autres. Et aujourd'hui, on se réveille en se disant qu'il a mal parlé. Mais il n'a fait que ça. Est-ce le fait d'avoir quitté le pouvoir qui peut ouvrir aux juges les yeux pour voir que ça, c'est une infraction? Pourquoi on n'a pas condamné quand Kabound trouait le pneu de gens, quand il jouait au roulage, mais très mal, et il régulait la circulation en sa faveur? C'est-à-dire qu'on aimerait avoir des questions, des réponses à toutes ces questions. Je ne remets pas, je n'ai pas le droit de le faire, le processus qui est enclenché, mais je me pose la question sur l'opportunité de cette démarche aujourd'hui. On voudrait arriver à quoi? Et Kabound, de son côté animal politique et pétri dans la politique de l'UDPS, voudrait chercher à retourner cette situation en sa faveur. On l'a vu. Aujourd'hui, Kabound se présente en victime. Il s'est dit architecte de cette structure qui est le pouvoir qui est arrivé. Mais comment l'architecte peut se dédire après dire que moi, je ne suis pas comptable de ce qui arrive parce que non. Kabound a dit qu'il était là, il était l'architecte et c'est lui qui a tout organisé. Et aujourd'hui, je pense même au niveau de l'opinion, nous on aurait des questions à poser à Kabound. À quel moment lui, c'est pas parce que Tshisekedi, à quel moment lui a arrêté de participer à l'organisation du pouvoir? À quel moment? Parce qu'on il a déjà amassé. Parce qu'on vous a dit que vous n'êtes plus président premier vice-président de l'Assemblée ou président du parti. Président AI du parti. Et ce n'est que ça qui vous permet. Je compare deux cas. Je vois Vital Kamerhe arrêté avec tout ce qu'il y a eu comme charge contre lui. Je vois Kabound, mais j'ai dit que Kamerhe c'était un homme d'État. Il a pris tout sur lui, jusqu'à se battre sur le terrain de la justice pour obtenir gain de cause. Mais Kabound avait-il à s'attaquer au chef de l'État aussi vertement, aussi directement? Dans quel but? Mais s'il a besoin de se faire une structure politique, justement, d'un opposant, c'est que je demanderai à l'UDPS et à la justice de ne pas tomber dans ces pièges, parce qu'aujourd'hui, n'ayant plus ses alliés, comment les racines dans son terroir, Kabound voudrait se créer. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est peut-être, je ne le confirme pas, c'est l'actuel pouvoir qui veut maintenant se fabriquer un opposant aussi pour aller dynamiter la vraie opposition? Tout est possible, c'est pas faux, mais que dans l'hypothèse où ça serait vrai, que le pouvoir soit conséquent pour gérer, parce que le public ou la population qui va suivre Kabound et celle qui va rester à l'imiter vont se rentrer un jour dedans, et qui sera comptable de tout cela? Ah, mais la politique n'a pas besoin de ça. Hein. Kabound, je vais quand même faire des décomptes. Hein. Il est passé du côté de l'opposition. Officiellement, il a exprimé
Ça va faire aujourd'hui 12 jours, hein, jour pour jour. À peine il passe de l'autre côté. Il a été à sa première comparution, il était entendu. On n'en sait pas grand-chose, hein, mais il faut simplement, Moïse Moussangana, revenir sur les réquisitoires du parquet. Donc ce sont ces derniers propos tenus lors de la conférence de presse. Je crois qu'avant de revenir à ta question, Serge, je voudrais dire ceci, que nous allons d'ailleurs y revenir quand on va parler, je crois qu'on aura le temps pour parler du périple d'Anthony Blinken. Oui. Donc, pendant que le monde est en train d'opérer une bascule du siècle, comme le dit l'historien israélien Adler, pendant qu'il y a une nouvelle géopolitique mondiale qui est en train de se dessiner avec la guerre russo-ukrainienne, pendant que Lavrov est en train de traverser l'Afrique, pendant que Macron est en train de venir renforcer ce qui a renforcé en Afrique, pendant que les États-Unis envoient leur monsieur diplomatie en Afrique, il y a des gens qui sortent. Merveilleusement. Quel rapport, Moïse? Non, mais c'est ça. Mais pendant ce temps, il y a Ousmane Sonko qui est en difficulté avec, par exemple, merveilleusement immature. Et ça, c'est ça tout le problème. Et c'est là où le Congo est en train de jouer son destin à l'Est, avec ce qui est en train de se passer, avec la MONUSCO et consorts. Je dis que c'est une pure distraction. Je crois que si vous voulez comprendre l'état d'esprit dans Kabound, tout ce qu'il est en train de raconter, pour moi, ce sont des fioritures. Il y a juste une phrase qui m'a intéressé dans son speech autrefois, quand il a annoncé la sortie de son parti, dont il n'a pas donné le projet de société et consorts, il le promet, ça veut dire qu'il n'en a même pas un. Donc, je voudrais dire ceci, je rappelle la phrase. Je l'ai rappelé à l'ordre, nuit et jour. Il ne m'a pas entendu. Si on rappelle un chef d'État. Alors maintenant, c'est la question que je pose. Qui doit rappeler l'autre à l'ordre? C'est le chef de l'État ou c'est Kabound? Est-ce que ce n'est pas l'infirmité du vocabulaire dans les chefs de Kabound? Alors, vous comprenez? C'est-à-dire que Kabound se croit être dans un régime, par exemple, iranien, où il y a un ayatollah au-dessus, et puis un président, qu'il soit passé par les élections ou pas, il voulait peut-être dire qu'à chaque fois, j'ai conseillé au chef de l'État. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Kabound a commencé à réaliser les limites de la prise en otage du président. C'est ça tout le problème. C'est-à-dire que, autant que les FCC qui ont été renvoyés dans les rencarts, c'est la même chose avec Kabound. Je donne des faits. Allez-y. Le premier fait, quelle est la première personne que Tshisekedi a nommée dans son entourage? C'est Eberhard, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais pratiqué. Eberhard lui a été proposé par qui? Il faut dire même imposé. Par qui? Par Kabound, en tant que qui? Directeur de cabinet. Mais quand on a envoyé Eberhard auprès de François Mamba pour être casté, et pendant qu'il y a le casting, Eberhard organise une fuite. Oui, se plaçant déjà dans la peau du directeur de cabinet. C'est ainsi qu'il n'a pas été nommé directeur de cabinet. Pour essayer peut-être de satisfaire Kabound, on l'a nommé. Non, on l'a nommé directeur de cabinet adjoint. Mais quelle est la mission que Kabound lui donne? La mission que Kabound lui donne, c'est laquelle? C'est de lui envoyer tout ce qu'il y a comme grand dossier à la présidence de la République. Kabound doit savoir qui le président reçoit, qui l'a reçu et consort. Et c'est pourquoi même s'il y a eu... Ce que vous dites, c'est des faits graves. Je vous l'ai dit. C'est ainsi que même qu'à infiltrer les chefs de l'État à ces niveaux. Mais je vous l'ai dit. Et si, par après, Kabound et Eberhard, ça n'a plus marché, c'est parce que Eberhard a trouvé qu'il ne peut pas, ou il ne peut plus jouer ce rôle. Il est au service du chef de l'État, il n'est pas au service de Kabound. Et je vous dis que si Eberhard a été même pris au gouvernement, ce n'était pas sur proposition de Kabound. Il y a d'autres forces qui ont joué. Ça, c'était le premier fait. Ça, le deuxième fait, et je vais me limiter là. Il ne faut pas sortir toutes les cartouches. Ouais. Tshisekedi effectue son premier voyage pour le sommet de la SADC en Namibie, à Windhoek. Ça, c'est l'histoire.
Tshisekedi dit aux journalistes qui voudraient en savoir sur le gouvernement, sur le Premier ministre, pourquoi ça tarde et qu'on sort. Tshisekedi dit aux journalistes, je suis en train de rentrer dans mon pays, je vais nommer un informateur, il va constater la majorité. C'est après avoir constaté cette majorité que je vais nommer un Premier ministre. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est Kabound qui court-circuite Tshisekedi dans cette démarche. Ah oui. C'est Kabound qui signe conjointement un communiqué le 6 mars 2019 avec Néhémie, constatant la majoritairement FCC, et désignant Kabila comme la personne qui doit proposer le Premier ministre qui doit être nommé par le chef de l'État. Vous voyez qu'il a court-circuité le président de la République. Donc ça voudrait dire que déjà depuis le commencement, il a aménusé la marche de manière... Il a désacralisé même le pouvoir depuis le commencement. Il n'était même plus avec Tshisekedi. Il voulait s'imposer à Tshisekedi, donner des ordres à Tshisekedi. Il y a même d'autres histoires un peu plus banales, où Kabound veut arriver à la cité de l'Union africaine sans s'être annoncé. Et quand on lui refuse, excusez-moi, je vais peut-être choquer des consciences, il appelle l'épouse du président de la République pour lui dire, dites à votre mari que je suis dehors, on refuse que j'entre. Vous comprenez tout cela? Ça c'est la pratique des arbres ou bien c'est quoi ça? Comprenez tout cela. Tout cela. Mais Tshisekedi a peut-être sa manière de se comporter, d'agir. Il n'est pas peut-être trop brutal. Il a ce qu'on appelle les cautions d'adversité, c'est-à-dire qu'il encaisse, mais il prépare son printemps. Il fait le faux naïf. Il fait le faux naïf. Il prépare son printemps. C'est ainsi qu'il a préparé son printemps, il a balayé, par exemple, le FCC, et c'était normal qu'il s'en suive quelque chose pour... Alors, terminer sur... Donc, voilà. Ouais. Donc, je voudrais aller dans le même sens que c'est ça. Kabound devait entraîner les gens dans son piège pour qu'on lui donne une certaine étoffe qu'il n'a même pas. J'ai dit, quand Kabound a parlé, j'ai dit à certaines têtes couronnées de l'UDPS, laissez ce type-là, il va se dégonfler de lui-même. Ne répondez même pas. Oui, mais ces têtes couronnées m'ont dit quoi? Non, vous avez votre façon de faire la lecture sociopolitique, nous avons la nôtre. Très bien. Et je lui ai dit, maintenant que Kabound vient de réagir, par exemple, sur RFI, vous allez encore le suivre? Ça sera un match de ping-pong et qui vous sera désavantageux. Donc voilà, c'est ça le problème. Kabound veut faire l'Étienne Tshisekedi sans être Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi n'est pas tombé si bas que lui. Étienne Tshisekedi, en tant que parlementaire, a produit une lettre, il n'était pas le seul, la lettre de 52 pages. Mais Kabound est parti avec qui? La lettre de 52 pages qui résumait la situation du pays. Mais quand Kabound vient là, juste pour que il connaît bien que les Congolais sont superficiels et qu'on sort, on a amené des centaines de millions de dollars. Des centaines de millions. Où? Par quel avion? Par ici? Et vous pensez que parce que c'est le président de la République, toutes ces histoires sur le plan international qu'on a, Interpol, tout ce monde qui travaille dans le blanchiment d'argent, on va laisser. Et on a amené ça dans le paradis fiscaux. Quel paradis fiscaux? Dans quel paradis fiscaux on peut amener l'émission? Donc voilà un peu. Comme vous avez pris la parole pour le premier thème de l'émission, et pour le deuxième d'ailleurs concernant Kabound, que Moïse enchaîne dans 2 minutes sur la question, par exemple, de l'arrivée de ces diplomates américains, et vous allez terminer l'émission. Il arrive d'abord par le Rwanda, et puis après la République démocratique du Congo. C'est vrai, peut-être que ça, on se le dit, nous supputons, il aurait peut-être un message de la Maison-Blanche pour les palais de la nation. Oui, c'est normal. Vous savez, malheureusement, on n'a pas assez de temps. J'ai dit que c'est une question de géopolitique internationale. Il y a question, les grandes puissances sont en train de rechercher les influences certaines ont peut-être eues après la guerre froide, que les autres ont perdu. Et aujourd'hui, comme l'a dit l'historien israélien Adler, qu'on est en train de vivre la bascule du siècle. Ça voudrait dire quoi? Après la guerre froide, le fondement du mur de Berlin, les États-Unis n'ont plus rien à foutre avec le Congo. C'est ainsi que Mobutu a été jeté comme un papier Kleenex qu'on a utilisé, alors que Mobutu était quoi? C'était le sous-traitant de la puissance américaine en Afrique centrale,
en Afrique australe. Et Mobutu a eu même à avoir des tentacules, même en Afrique occidentale. Vous vous rappelez, Mobutu est intervenu au Togo, Mobutu est intervenu au Tchad. Voilà un peu là. Mais Mobutu a été jeté comme un papier Kleenex. Après la guerre froide. Parce que les Américains, après, quand ils ont gagné la guerre froide, si ils étaient vainqueurs de la guerre froide, ils se sont trouvés... Est-ce que la crise... Attends, je vais dire. Oui. Ils ont trouvé d'autres fondés de pouvoir dans cette région, notamment l'Afrique du Sud, l'Angola et dans une certaine mesure le Rwanda et l'Ouganda. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Parce que le Congo, c'est le Congo qui ne sait pas s'assumer, c'est ça tout le problème. C'est le Congo qui n'arrive pas à s'assumer parce que, réellement, si ce sont questions de sentiments et consorts, qu'est-ce que les États-Unis, sur le plan vraiment purement stratégique, peuvent gagner du Rwanda? C'est là où le Congo ne sait pas se vendre. C'est ça tout le problème. Alors, je crois que... l'occasion pour Kinshasa de pouvoir... Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même, la sauce est en train de prendre quelque peu, dans ce sens où il y a même, vous avez suivi ce qui s'est passé avec la commission des affaires étrangères du Sénat américain, le roi des Belges et consorts, toutes ces réactions positives en faveur du Congo, signifie quoi? Que quelque part, il y a des fruits de la diplomatie du gouvernement qui est en train de porter. Mais il faut capitaliser cela, c'est ça tout le problème. C'est la question que j'allais vous poser. Comment capitaliser cela? Donc la crise russo-ukrainienne peut être aussi une bonne trouvaille pour l'Afrique, hein, qui n'est peut-être pas directement concernée. L'Afrique ou par exemple nous-mêmes le Congo, parce qu'aujourd'hui c'est des minerais pour cette guerre, l'aéronautique, la communication, la télécommunication. Le Congo en regorge autant. Et je pense qu'il ne faudrait pas que les États-Unis, soit les blocs occidentaux, se retrouvent en face d'un Congo qui est avec Poutine. Je prendrai une minute pour compléter le doyen Moussangana en disant qu'il est temps que l'UDPS puisse se réorganiser, dans ce sens que je ne dis pas que le parti n'est pas organisé, mais donner à chacun un rôle à jouer, organiser sa communication. Je prends la communication de Banakin avec Godard Motemona, a été beaucoup plus audible que celle de l'UDPS, quoi. Donc qui est parti, c'est Augustin qui a parlé à un certain moment. Sans te couper, Serge, je voudrais dire ceci. C'est-à-dire qu'il y a une confusion à l'UDPS. L'UDPS, parti de masse, ne sait pas réaliser qu'il est devenu parti au pouvoir. Justement, il faut se muter. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a une association qui reconnaît le président comme un de leurs, Quinois, a porté sa parole sur la place publique qui a été beaucoup plus audible. C'est-à-dire que quand on est au pouvoir, on n'est pas sûr d'y rester ad vitam aeternam si aujourd'hui on ne construit pas des bases pour asseoir ces pouvoirs-là. Et c'est malheureusement le cas avec... Quel est le rôle de l'Afrique dans cette politique? Comment expliquer ça? Je suis en train de craindre une chose. Il y a la guerre à l'est de l'Europe où toutes les grandes puissances sont en train de s'observer en chaîne de faïence en attendant que chacun puisse elles sont en Afrique maintenant. Lancer le premier coup. Alors tout se retrouve en Afrique. Macron était là, la Russie a envoyé quelqu'un, les États-Unis, opération de charme en direction de l'Afrique. On est en train de redessiner une deuxième guerre froide. C'est-à-dire qu'en Afrique, ces gens-là n'hésiteraient pas à expérimenter leur puissance. C'est une question d'influence. La Russie qui voudrait, avec Poutine, qui se souvient de la grandeur de la Russie, revenir à sa place. Quel est l'agenda congolais? Aujourd'hui, l'agenda congolais, c'est à nous. L'agenda congolais, aujourd'hui, on nous lance des ordres avec la MONUSCO. On oublie que Bunagana est pris. C'est-à-dire il y a une forme de distraction, sans manquer du respect aux vies humaines qui sont tombées. Mais j'ai dit, ce qui se passe là, occulte l'actualité, nous renvoie dans une actualité unipolaire où on doit parler alors qu'il y a des vraies questions. Il y a des gens qui viennent ici pour solliciter l'appui de l'adhésion de la RDC, soit au bloc Est ou au bloc Ouest. Le Congo doit avoir des idées claires sur ce qu'il veut de son avenir. Le Congo doit savoir que l'intérêt le plus important aujourd'hui, c'est la protection de l'intégrité territoriale et le bien-être du peuple. La préservation de nos frontières. Et là où
les solutions pourraient venir, on est avec ces gens-là. Mais en toute autonomie, en toute fierté, en toute liberté. Merci beaucoup, Serge Nseka. Merci à vous, cher Moïse Moussangana, pour ce dernier plateau de ce vendredi. Madame, Monsieur, réalisation de cette émission, l'œuvre de Doudou Montiri, coordination de Romain Makonda, exploitation de Moro Ndjambe, c'est jeune marié, et de Bruno Nzinga. Merci à nos camérawomen, elles sont 4, aujourd'hui 3. Karine et Bébé, la vieille. Hein, c'est vraiment les gens. Ah oui, Karine et Bébé, la vieille. C'est très genré. Hein. Merci à vous, cher. C'est un défaveur de... Merci beaucoup à Karine, la vieille, qui est en train d'encadrer les jeunes qui sont venus. Madame, Messieurs, prenez bien soin de vous. Comme disait quelqu'un, chaque jour est une vie. Hein. On se retrouve le lundi, 9h30 pour un autre numéro. Bon début de week-end à tous et à chacun, au revoir.